Bonjour à tous. Alors la thématique d'aujourd'hui, c'était d'aborder l'intelligence artificielle, les process industriels et notamment un petit focus sur la partie Vision Control. Première partie, on va déjà travailler sur la partie technologie. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'on met dedans? Buzzword ou pas? Réalité ou pas? Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui dans l'industrie? Ensuite, on travaillera sur la partie marché. Donc, on aura quelques insights à vous donner sur la partie marché liée à l'intelligence artificielle et du coup quelques startups aujourd'hui qui du coup ont des use cases intéressants à partager sur cette thématique. Première chose, quand on regarde le côté technologique de l'intelligence artificielle, on utilise souvent le hype cycle du coup de Gartner qui nous donne un petit peu la maturité de la technologie. Alors, quand on prend intelligence artificielle, dedans il y a pas mal de choses. En rouge, vous avez notamment des technos dans lequel l'intelligence artificielle va ressortir directement et dans lequel on va aussi avoir un sous-entendu d'usage d'intelligence artificielle pour les technologies. Notamment quand on parle de Vision Control, en fait, on utilise potentiellement de l'intelligence artificielle pour pouvoir créer en fait, ce service-là. Donc on a dans le temps le life cycle qui va nous donner la maturité de différentes technologies. Quand on prend aujourd'hui, donc là on est en 2018, on compte entre 2 et 5 ans avant qu'entre guillemets la technologie d'intelligence artificielle soit réellement mature. Néanmoins, ça n'empêche pas aujourd'hui qu'il y a déjà des cas d'usage sur lesquels il y a un fort intérêt. Quand on regarde l'intelligence artificielle en termes de technologie, en fait, il y a plusieurs écoles et du coup, on peut le décrire de différentes manières. Côté Google, on peut en parler d'un agent autonome dans lequel on va être capable du coup d'avoir à la fois le contexte, c'est-à-dire l'environnement dans lequel l'agent intelligent va évoluer, mais derrière on va aussi avoir le côté captation des données, le côté traitement, la décision, l'analyse, l'apprentissage. Côté Amazon, il y a une approche qui est un petit peu plus, dans un sens simplifié, mais tout aussi complexe, puisqu'on parle tout simplement de la capacité à pouvoir prendre une décision sans que les règles aient été écrites ou définies par l'être humain. Dans tous les cas, ces notions d'intelligence artificielle, c'est-à-dire ce mot, on va le retrouver dans différents domaines. Donc on a typiquement les systèmes experts dans l'industrie, mais qui datent déjà depuis un certain nombre d'années. On va avoir tout ce qui est langage, voix, image. Donc le côté intelligence artificielle est vraiment présent dans un certain nombre de domaines. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on y met en fait derrière? En fait, ce qu'on y met derrière, il y a déjà une discipline majeure dans l'intelligence artificielle qui s'appelle le machine learning. Et le machine learning, en fait, c'est entre guillemets un dérivé ou du moins une approche statistique de l'analyse des données. Donc quand on a le petit graphe, notamment en essayant de représenter à droite, on va avoir ce côté machine learning qui fait partie de l'intelligence artificielle, du domaine de l'intelligence artificielle, et surtout un dérivé qui est très proche en fait, du monde des mathématiques, du monde des statistiques. Un autre domaine ou un autre usage ou méthode dans l'intelligence artificielle, on a ce qu'on appelle le deep learning, où là on est beaucoup plus proche des neurosciences, c'est-à-dire comment on va être capable de partir du fonctionnement neuronal du cerveau et du coup d'en dériver mathématiquement des algorithmes. Donc on parle de réseaux de neurones artificiels puisqu'on est plus proche des neurosciences et de l'autre côté plus proche des mathématiques et des statistiques. Dans tous les cas, dans ce monde-là, il y a une cohérence globale autour d'un domaine qu'on appelle les data science, qui existe aussi depuis un certain temps et dans lequel on va déjà traiter, processer, explorer de la donnée et on va venir un peu dessus un petit peu plus tard. Du coup, l'idée c'est de le faire à main levée pour que ce soit un peu plus simple et un peu plus interactif. À votre avis, le côté machine learning, ce terme qu'on a de plus en plus entendu récemment, selon vous, quelle année? Du moins, quand est-ce que les premiers algorithmes éventuellement de machine learning ont été peut-être initiés, créés, développés? Est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est plus dans les années 90? Non. 75? Donc du coup 57? Exactement. Et du coup le perceptron était déjà un algorithme de deep learning, c'est-à-dire que c'était déjà un algorithme qui utilisait le côté réseau de neurones artificiels. On est en 57. La problématique majeure qu'il y avait à cette époque-là, c'est qu'on n'avait pas les mêmes puissances de calcul, pas la même capacité pour pouvoir résoudre indirectement ce que l'on cherchait à faire. Mais déjà, on utilisait cette méthode de deep learning pour classifier en fait des images. Donc l'intelligence artificielle, déjà en 57, voire même potentiellement avant, le sujet n'était peut-être pas présenté de la même manière, mais en tout cas, le mot potentiellement existait. Du coup, quand on prend un peu de recul, on se dit, il y a l'intelligence artificielle d'un côté, il y a des méthodes dedans qui permettent du coup de traiter de la donnée.
Le lien avec tout ça, c'est le domaine des data science. Dans le domaine des data science, on a surtout le lien entre trois mondes, l'informatique, l'expertise métier, la connaissance métier qui du coup dans l'industrie est extrêmement forte, et le domaine des mathématiques. Et à chaque fois dans ces process-là de traitement de la donnée, on a dans tous les cas la nécessité d'avoir de la donnée, de la qualifier, d'être capable de la traiter, d'en extraire de la valeur. Et on peut tout simplement faire de la statistique, faire de la visualisation sans aller jusqu'indirectement des algorithmes de type machine learning, deep learning ou même le mot intelligence artificielle qui aujourd'hui est quelque chose qui reste indirectement un petit peu complexe à appréhender, même en termes de définition. Donc quand on le résume, la partie data science, on a aujourd'hui des choses qui sont assez identifiées sur la partie statistique, visualisation, exploration de données. Donc les outils par exemple de business intelligence vont être des outils de data science qui vont permettre de créer de la valeur à travers les données. Et d'un autre côté, on a typiquement les disciplines que l'on met dans l'intelligence artificielle, qui sont justement de la reconnaissance de patterns, du machine learning, du deep learning. Dans tous les cas, on reste dans un domaine qui est lié à l'exploration des données et du coup à la data science. Donc sans prendre trop de risques, on peut considérer que l'intelligence artificielle est une des disciplines de la data science, et notamment la discipline la plus complexe. Industrie, qui dit industrie dit aussi entre guillemets engagement sociétal, environnemental, énergie, ressources. À votre avis, l'algorithme qui a été utilisé pour gagner au Go en 2014 consommait quelle énergie? 440 kWh. Pour un algorithme qui du coup résout un jeu complexe, en face, il y avait un être humain. L'être humain, il consomme 20 Wh. Et l'avantage, c'est qu'il ne fait pas que du jeu de Go, l'être humain. Potentiellement, il est capable de faire aussi autre chose. Ce qui veut dire que là, dans le développement de l'IA, on parlait, années 42, on parlait aussi directement de l'IA quand on avait une calculatrice qui était capable de résoudre des équations sans faire d'erreur par rapport à un être humain. Donc ce côté intelligence artificielle a existé depuis un certain nombre d'années. On est venu de plus en plus travailler sur justement le lien entre la volumétrie de données, la capacité hardware à pouvoir répondre justement à l'exécution de certains algorithmes et le développement de ces algorithmes pour créer en fait des usages. Et donc on arrive notamment à des enjeux maintenant qui sont liés à l'énergie quand on voit le jeu de Go et qu'on se dit bon, bah, très bien, s'il y a l'intelligence artificielle partout, ou du moins à beaucoup d'endroits, il y a forcément aussi un enjeu qui sont liés en fait aux ressources. Une personne que vous connaissez peut-être ou dont vous avez peut-être entendu parler, Luc Julia, cofondateur de Siri, pour lui explique que l'intelligence artificielle, finalement, elle n'existe pas. Ou du moins, c'est dans l'un de ses livres. Donc pour ceux qui sont intéressés, c'est un sujet assez intéressant à creuser. Et du coup, la question c'est, à votre avis, elle existe ou elle n'existe pas finalement, cette intelligence artificielle? Est-ce qu'il y en a qui pensent qu'elle existe vraiment ou qu'elle est définie, du coup? Très bien. Du coup, ça pourra alimenter beaucoup d'échanges qui ne sont pas d'accord, ou du moins pensent qu'elle n'existe pas vraiment, et d'autres qui ne se prononcent pas. Alors aujourd'hui, du coup, c'est le sujet. Demain, indirectement, on verra quelle tournure prendra justement cette intelligence artificielle. On sort de la technologie, on regarde un côté marché. Donc on va garder l'intelligence artificielle pour l'étude de marché notamment en se disant qu'est-ce que représente aujourd'hui l'intelligence artificielle d'un point de vue marché? On parle d'un taux de croissance de 36% annuel sur du coup la période 2018-2025, donc sur une étude de marché qui était faite sourcée sur Market, avec notamment l'usage du deep learning qui est l'un des premiers facteurs qui devrait notamment porter la croissance de ce marché-là. Le développement des plateformes d'intelligence artificielle, alors, des plateformes aujourd'hui qui font de la BI, qui traitent de la donnée, de la visualisation, qui vont venir ajouter notamment certains algorithmes qui vont permettre de classer plus ou moins la plateforme dans une approche d'intelligence artificielle. Et forcément, tous les enjeux de l'industrie du futur qui vont amener aussi de l'eau indirectement au moulin pour le développement de cette technologie. On a regardé aussi côté vision control.
Alors forcément, le contrôle visuel utilise du deep learning, donc il y a une certaine cohérence entre l'évolution d'un marché sur l'intelligence artificielle porté par cette technologie et du coup la croissance qui est attendue aussi sur ce domaine-là. Dans l'étude, ce qui ressort, c'est une évolution entre le contrôle visuel porté aujourd'hui par indirectement des ordinateurs et celle qui indirectement sera capable d'être réalisée en embarqué, typiquement dans la caméra, dans un produit, puisque les puissances de calcul embarquées ne font que croître. Et donc on voit bien indirectement le sujet de dire que l'intelligence elle-même sera au plus proche ou a tendance à être au plus proche de l'usage. Donc on ira computer, on ira exécuter potentiellement des algorithmes très proches de l'usage, très proches indirectement du capteur. Donc il y a une tendance à dire indirectement on était en cloud, on descend en edge, on descend sur de l'embarqué. Il y aura d'autres défis derrière à résoudre, mais c'est une tendance portée sur ce marché-là. Après, on a regardé côté Société française des procédés, des génies des procédés. Donc une association notamment dans laquelle on va avoir un ensemble d'acteurs dans l'industrie des procédés, puisqu'ils ont écrit récemment un livre blanc dans lequel ils ont notamment illustré certaines évolutions autour de l'industrie du futur et quels sont les enjeux pour eux sur l'industrie du futur. Et forcément, ce qui en ressort, c'est du coup le côté big data, modèle prédictif, maintenance des équipements, qui est du coup assez clair. Tout ce qui est maintenance prédictive permet en effet de réduire des coûts d'exploitation, donc du coup indirectement potentiellement d'améliorer des rentabilités. Néanmoins, il y a une autre approche qui est faite aussi par une autre association, cette fois qui est européenne et qui regroupe notamment le génie des procédés, mais de manière aussi très large, eau, hydrométallurgie, mines, ciment, donc vraiment au sens large. Et là, du coup, eux ont publié une roadmap avec une vision 2030, une vision 2050, et ils ont publié un papier concernant l'intelligence artificielle dans le domaine des procédés. Et dans cette approche-là, ils mettent en avant le sujet d'utiliser avec une certaine pérennité ou durabilité, notamment les ressources et l'énergie. Donc ils mettent en avant le sujet d'utiliser notamment des algorithmes d'intelligence artificielle, ou tels qu'on a pu le discuter avant, dans leurs procédés pour optimiser à la fois l'énergie et à la fois l'usage des ressources. Donc avec un côté très responsable. Et du coup, c'est ce qui notamment les amène sur des notions d'économie circulaire ou du coup d'approches liées à l'impact environnemental. Dans des exemples qu'ils citent notamment sur leurs documents, ils citent différents rapprochements et différentes stratégies qui sont prises par des grands groupes pour justement traiter indirectement cette capacité d'obtenir de la donnée et de la valoriser. Donc là, on a des exemples côté Evonik et IBM sur la partie connaissance dans la formulation des procédés. On va en avoir d'autres. On prend le cas de Solvay qui a pris la stratégie d'investir clairement dans une entité dédiée à la partie intelligence artificielle, de manière à pouvoir notamment rapprocher l'expérience métier, le savoir-faire, la connaissance. Et on parle aussi d'économie de la connaissance, c'est-à-dire qu'à un moment, le côté data, algorithme qui va extraire indirectement de la connaissance, elle doit être capitalisée d'une manière ou d'une autre et ça fait partie d'une ressource et d'une richesse de l'entreprise. Donc l'économie de la connaissance au travers des données est aussi un sujet entre guillemets important à traiter au niveau des entreprises. Un des changements entre guillemets potentiellement majeurs qu'on verrait arriver, c'est qu'aujourd'hui, un grand nombre de procédés industriels utilisent ce qu'on appelle les algorithmes de PID, donc qui utilisent du coup des proportionnels intégrales dérivées, qui est une méthode en fait, qui permet d'aller faire de la régulation de process. L'avenue de l'intelligence artificielle, ou du moins l'avenue du machine learning, va poser des questions sur cette capacité à pouvoir demain faire évoluer de manière peut-être automatique, dynamique, la gestion des procédés et la réalisation tout simplement de certaines formulations, de certains procédés. On parle a priori dans ces éléments-là de Machine Learning Control, donc de MLC, puisque du coup on va considérer que ces algorithmes des années 50 risquent d'évoluer grâce notamment à l'usage de l'intelligence artificielle. Ce qui ferait que l'un des sujets de fond, c'est entre contrôler un procédé par la physique et potentiellement contrôler un procédé du coup par de la donnée et par du coup des décisions qui ne sont pas forcément maîtrisées par l'être humain, va amener un certain nombre de questions, tout comme on l'a aujourd'hui dans la voiture autonome.
la décision de formuler typiquement un certain alliage spécifique ou une certaine décision en termes de conception. Qui prend la responsabilité de le faire? C'est un algorithme. Il y a encore des zones de flou sur ces points-là qui sont un peu complexes à prendre en compte. L'un des sujets derrière aussi, c'est de savoir si le côté cognitif indirectement est pris en compte. Et là, on est vraiment dans ce sujet de l'économie de la connaissance, puisque la donnée, indirectement, va être la ressource et la création de valeur demain pour un grand nombre d'entreprises. C'est d'ailleurs, côté Safran, l'un des exemples qui avait été donné en disant la formulation d'un super alliage qui est réalisé en termes de programme en utilisant du machine learning n'aura pas les mêmes impacts s'il y a un problème que le film sur Netflix ou que tout autre usage de l'intelligence artificielle sur quelque chose qui est indirectement moins complexe. Passer le côté un peu marché et les évolutions que l'on verrait derrière, on va avoir quelques startups qu'on a pu regarder, qui ne mettent pas forcément en avant qu'ils vont utiliser de l'intelligence artificielle, mais indirectement qui vont travailler autour de la data science des données pour créer de la valeur. Aquacet est spécialisé dans la performance hydrique. Donc eux, le domaine, c'est vraiment comment on va accompagner l'industriel pour optimiser l'usage de l'eau. Donc on est dans la ressource, on va avoir plutôt des experts métiers qui vont être capables du coup d'exploiter les données et de venir accompagner l'industriel dans l'optimisation de la ressource, notamment de type eau pour Aquacet. Là, du coup, une autre entreprise, Numericube, qui va se positionner, pareil, sur plutôt une expertise autour de la vision appliquée à l'ordinateur et qui va être capable d'aller identifier certains défauts, certains problèmes dans certaines industries. Donc là, on va avoir une tendance aussi à voir certaines startups se spécialiser dans certains domaines pour du coup être capable de développer des algorithmes qui sont de plus en plus fiables et de plus en plus évolués en fonction des domaines dans lesquels ils vont interagir. Donc ça dépend aussi beaucoup des use cases et du partage qu'il va y avoir entre l'industriel qui a la connaissance, qui a le métier, et la startup qui va être elle, capable, ou la société qui va être elle capable d'aller extraire la valeur en fait, de ces données-là. Une autre boîte, Toitsumi, je crois, qui est présent et qui interviendra à la table ronde, donc du coup, vous aurez une présentation de leur part un peu plus précise. Une autre société, donc Global Sensing, eux sont spécialisés, alors depuis 2011, je crois que c'est 2011 qu'elle a été créée, ils ont pris le virage vraiment d'aller embarquer un maximum d'intelligence du coup dans le capteur ou du moins sur l'équipement. Donc là, on a cette phase notamment de passage vers du système embarqué, des capacités de calcul qui sont au plus proche de l'usage. Donc ils vont être capables d'aller vraiment développer spécifiquement des besoins liés à des spécificités métiers en embarqué sur des équipements. Another Brain, qui est aujourd'hui, qui a été créé par l'ancien fondateur notamment des robots Pepper, qui a été racheté par SoftBank et qui est assez en avance notamment sur le développement de l'intelligence artificielle avec du coup une approche un petit peu biomimétisme sur le fonctionnement du cerveau humain. Et là, pour le coup, on est sur une entreprise qui a vraiment beaucoup d'avance sur l'usage, du moins sur leur compréhension notamment de l'intelligence artificielle au sens réel de « elle existe » ou « elle n'existe pas ». Ce qui peut être une question de fond qui est intéressant de creuser et que l'on verra dans les années certainement à venir.